Allez, bonjour à toutes et à tous. Merci donc pour votre présence nombreuse ce matin. Jean-Christophe, on a un exercice difficile encore ce matin. Parler de conjoncture dans une année 2022 qui se clôture, qui finalement n'a pas été si mauvaise que ça. 2023, qu'est-ce qui se passera? On a pas mal préparé tous ensemble et on se dit que c'est pas si simple de comprendre, de voir qu'est-ce qui pourrait se passer en 2023. J'ai pas besoin de vous le dire, mais je vais le dire quand même en quelques mots. La politique des taux d'intérêt, Banque de France, Banque centrale européenne a changé. Le marché de l'énergie, c'est plus du tout le même. Et l'inflation, et je me rappelle qu'on le disait dans quelques rendez-vous de conjoncture, qu'on disait est-ce qu'elle va rester, est-ce qu'elle ne va pas rester. Clairement, elle est là. Et donc, on est véritablement dans une économie inflationniste. Et ça, c'est vrai. Ce qu'on a décidé de faire, Jean-Christophe, ce matin, et après je te laisse la parole pour ces quelques mots d'introduction, c'est de se dire, c'est important qu'avec Eric et Jean-Christophe, on vous fasse effectivement ce retour de conjoncture, comment clôture l'année 2022, qu'est-ce qu'on voit sur 2023, mais en même temps, et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire ce matin, c'est important d'avoir, je vais le dire comme ça, le thermomètre, la température de la vraie vie. Pas qu'on ne soit pas dans la vraie vie les uns les autres, parce qu'on est dans nos boutiques comme vous tous, mais en même temps, entendre l'ordre des experts comptables, entendre l'industrie agroalimentaire, entendre le BTP, c'est les trois témoins qu'on aura ce matin aujourd'hui. C'est extrêmement intéressant parce que finalement, ils vont, et c'est ce qu'on a constaté quand on a préparé ce rendez-vous, ils vont nous donner quelques éléments que eux constatent et voient tous les jours. Et c'est en ce sens, et c'est vraiment la volonté qu'on a ce matin avec vous, certes, on parle conjoncture, on va se projeter sur 2023, mais on va aller chercher aussi les éléments de la vraie vie que vous toutes et tous connaissez bien. Jean-Christophe, qu'est-ce que tu dirais sur cette intro ? Qu'elle est parfaite. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment très heureux de vous retrouver. C'est notre 5e rendez-vous de la conjoncture. Peut-être le plus difficile qu'on ait eu à traiter. Encore que pour les fidèles de ces dernières années, vous vous souvenez peut-être que la dernière fois, le 25 février 2022, on était bien en mal, le lendemain d'une sinistre journée, de vous donner des prévisions fiables. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a élargi notre tour de table pour vraiment vous donner les différents côtés du miroir possible. Donc, Serge Inquer, qui est le président d'ailleurs de l'ARIA Sud, interviendra. Également, donc, Philippe Deveau, qui est l'homme, ça se dit l'homme du bâtiment, non, hein, l'homme de la construction, et en tout cas qui est par ailleurs conseiller consultatif à la Banque de France, hein, et donc qui nous apporte beaucoup de ce point de vue-là. Encore merci Philippe. Et Nicolas Ferrand, hein, on a l'habitude de travailler beaucoup avec l'ordre des experts comptables et qui nous donnera également sa vision qualitative. Merci par avance Nicolas. C'est l'occasion peut-être aussi en introduction vraiment de remercier les équipes à la fois de la Chambre, les équipes de la Banque de France, le maître de cérémonie Eric que tout le monde connaît. Eric Sella, donc qui est responsable de nos activités de conjoncture à la Banque de France, et tout simplement aussi de remercier l'ensemble des entreprises qui répondent régulièrement à nos enquêtes, que ce soit auprès de la Chambre, que ce soit auprès des fédérations ou à la Banque de France. Ça nous aide vraiment beaucoup et on essayera donc de vous donner le meilleur thermomètre possible de la situation et des perspectives. Je dirais une dernière chose, Jean-Christophe, avant que tu commences. Ce qui est hyper important, ça a été toujours notre règle d'or avec Eric et Jean-Christophe, et on a fait partager cette règle avec nos témoins, c'est qu'il faut absolument qu'on soit interactif. C'est-à-dire, il n'est pas question de vous faire une présentation descendante, parce que ça n'a aucun sens, et puis en plus, on en est clairement incapable. Mais l'idée, c'est vraiment de jouer de l'interaction entre nous et de jouer de l'interaction avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas, vous posez des questions, vous levez la main, c'est l'objectif. On a la chance... Alors nous, on a travaillé sur cette conjoncture, sur cette perspective 2023 avec les équipes, et encore merci, mais on a surtout la chance d'avoir nos 3 thermomètres, parce que même si effectivement on est dans nos activités respectives, on a additionné les thermomètres pour essayer d'y voir un peu plus clair sur 2023, et Dieu sait que ce n'est pas facile. Jean-Christophe, tu as la lourde tâche de démarrer. Merci à toi. C'est ceci, je suppose...
Voilà. Ce que je vous propose vraiment en introduction, c'est une situation telle qu'on la ressent aujourd'hui, mais surtout les perspectives, en 5 tableaux pour autant de messages. Il a fallu sélectionner parce qu'il y a tellement d'actualités, mais peut-être que par vos jeux de questions et réponses, vous nous engagerez vers d'autres problématiques qu'on n'aurait pas soulignées. La première, le premier de ces tableaux, c'est vraiment une économie de choc et d'incertitude. Les crises se succèdent aux crises. 2 exemples très pratiques pour bien illustrer le fait que nos fragiles équilibres d'avant-crise se sont totalement effondrés. Le premier, tout le monde l'a en tête, les indices de prix de matières premières qui ont explosé. Vous le voyez, même s'il y a un léger reflux, on y reviendra dans le cours de nos échanges, c'est quand même x3, x4 par rapport à l'avant-crise. C'est quand même pour le moins inédit. Et la conséquence de ces éléments-là, de ce premier tableau, c'est les termes de l'échange, autrement dit, notre déficit commercial lié à l'impact de l'énergie, qui représente en France, malgré le bouclier, de l'ordre de 2 points de PIB. Et vous voyez que dans les différents pays de la zone euro, ça peut aller de 2 à 4. C'est donc un prélèvement sur notre richesse. Premier tableau, donc pour un premier message, apprenons sans doute à mieux raisonner sur la période de moyen terme. Le court terme, c'est très important, mais le moyen terme le devient aussi dans le sens où l'énergie pas chère terminée, comment on l'intègre dans nos plans de financement, dans nos retours sur investissement, dans nos différents établissements, entreprises. Jean-Christophe, est-ce que tu me permets un commentaire? Tu viens de parler de notre déficit commercial. Je n'ai pas peur de le dire, même si forcément la crise énergétique a emporté ce déficit, ce qui fait que les chiffres, me semble-t-il, sont historiques cette année. Mais en même temps, milliards, oui. Voilà. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas se cacher. Il faut faire attention que l'arbre ne cache pas la forêt. Moi, j'ai l'habitude de dire que si on est déficitaire, si notre déficit commercial est là, c'est que finalement, le produit France, on n'arrive pas à le vendre à l'étranger aussi. Et donc, je me permettais ce commentaire, Jean-Christophe, et n'hésite pas à réagir. Oui, il y a un effet énergétique, forcément. Hein, vous le savez, toutes nos productions d'énergie, pour beaucoup, sont à l'arrêt. Donc, il faut aller acheter à l'extérieur ce dont nous avons besoin dans notre économie. Mais en même temps, je me rappelle, il y a quelques mois, il y a quelques années, on parlait de réindustrialiser notre pays. Je ne suis pas sûr qu'on y soit encore vraiment et que donc notre balance commerciale va continuer quand même à se dégrader, me semble-t-il. Alors, continuez, nous l'espérons pas. Notre message principal, et c'était le sens, tu l'as bien observé, de mon allusion sur raisonner à moyen et long terme, c'est améliorer la compétitivité du site France. C'est par l'intermédiaire de toutes les mesures et réformes structurelles que le gouvernement de la Banque de France appelle de ses voeux. On aura l'occasion de les resituer si vous le souhaitez, mais je n'ai pas envie de faire trop de redites. On l'avait fait les années précédentes. Deuxième tableau, à l'évidence, le représentant de la Banque de France, ça vous aura étonné que je ne dise pas un mot de l'inflation et de la politique monétaire qui doit l'accompagner. J'attire votre attention sur peut-être deux points. Le premier, dans la courbe de gauche, qui est les différentes composantes de l'inflation côté France et côté zone euro sur la droite, vous observez donc que la partie grise, qui est dans la partie supérieure donc des bâtonnets, correspond au poids relatif et à l'augmentation du facteur énergie. La diminution que l'on observe donc tant en zone euro que sur la zone France ces dernières semaines, pour ne pas dire mois, est imputable exclusivement à la contribution énergie, le premier graphique qu'on a vu tout à l'heure. Vous me voyez venir, hein, donc ça veut dire que l'inflation qui est interne et généralisée, autrement dit, les composantes liées à l'alimentation, on en parle beaucoup et Serge va nous en parler également,
le poids des services, l'augmentation des tarifs sur les services et des produits manufacturés. Ces trois par-là, vous voyez qu'elles représentent entre 5, autour de 4,5 plutôt France, plus de 5 en zone euro. C'est celle-ci qui est néfaste. J'ai l'habitude de dire, bon, la Banque Centrale Européenne, les prix des matières premières, bon, le cours du pétrole, on n'y peut pas grand-chose. En revanche, les 2/3 aujourd'hui de l'inflation, l'inflation corps, l'inflation sous-jacente, hein, pour ceux qui connaissent ces termes-là, c'est de notre responsabilité. Et celle-ci, vous le voyez bien, elle ne donne pour le moment aucun signe de ralentissement. Certains nous annoncent la catastrophe, nous on n'y est pas. On dit simplement que notre scénario principal, c'est une poursuite de l'augmentation tendancielle de cette inflation sous-jacente jusqu'à l'été, et ensuite le début du reflux, nous l'espérons en tout cas. Et comme vous le voyez, hein, l'engagement de la Banque Centrale Européenne, c'est de faire en sorte que l'inflation soit revenue à son niveau d'équilibre aux alentours de 2%, au plus tard 2025. Donc il y a encore de la route. Je te fais réagir, Jean-Christophe, et je te fais marquer un point qui est important. Jean-Christophe, finalement, vient de dire, ce qu'on entend, c'est vrai, c'est que le pic de l'inflation, tu l'attends cet été. Oui. Et donc, derrière, ça devrait se calmer. Et c'est important pour nos boutiques parce qu'on le vit et on le paye tous les jours. Derrière, moi, je rappelle toujours le même chiffre. On sait tous et on a tous entendu parler de ces enjeux de taux d'usure, nos fameux taux d'intérêt, hein, politique de la Banque Centrale Européenne qui augmente les taux. Mécaniquement, ça veut dire que nous, boutiques, quand on va chercher son crédit, son découvert, ça nous coûte plus cher. Et le taux d'usure, j'ose le dire, Jean-Christophe, mais tu me corriges, on est passé d'un rapport de 1 à plus de 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux d'usure, il est attendu à presque 4 parce que les publications maintenant seront mensuelles. Et donc, ça veut dire que dans nos boutiques, quand je vais aller chercher, on en parlait avec Philippe tout à l'heure, de l'investissement, je suis dans le BTP, ça veut dire que ça va être plus compliqué d'aller chercher le banquier. Je vais dire les choses comme ça. Donc, on risque effectivement, et ça, je pense que c'est un élément qui fait que sur 2023, c'est compliqué d'aller chercher ce qui peut se passer parce que certes, si l'inflation atteint son pic cet été, OK, mais on est dans un moment économique où les taux d'intérêt, où l'argent était presque gratuit, j'ose le dire comme ça, on est sorti de ce temps-là et ça va changer nos développements de boutiques et nos rentabilités de boutiques. Nous sommes d'accord, c'est exactement le message numéro 2 associé à ce tableau qui est le coût de l'argent dérisoire ou l'argent facile, comme on disait peut-être quelquefois, c'est terminé. Il faut que nous apprenions collectivement à réintégrer dans nos taux de retour sur investissement le prix de l'argent, où, comme vous le savez sans doute, la BCE a déjà annoncé qu'il y a eu 50 points de base d'augmentation, il y en aura 50 de mieux au mois de mars. On va arriver à des taux directeurs à 3, plus ensuite les marges d'intermédiation tout à fait logiques. On ne pourra pas se financer en dessous de 4. Il faut intégrer sur une période de moyen terme le fait que voilà, l'argent a un coût. Je rappelle quand même que quand on fait la moyenne sur les 20 dernières années, le prix moyen, le coût moyen de l'endettement, tout marché confondu, il est supérieur à 3,5 quand même. On l'a oublié ces 4 ou 5 dernières années. Il faut simplement rechanger nos modèles. Donc deuxième message, effectivement, apprendre aussi à réintégrer côté entreprise, côté établissement de crédit aussi, le fait que l'argent ait un coût. Très rapidement, donc le troisième tableau de nature plus économique, et on fait le lien entre l'économie et la finance avec ces tableaux. Je résumerai en un mot avec des carnets de commandes, vous le voyez, qui flirtent avec leur niveau de moyenne période. Autrement dit, c'est pas aussi horrible que ce à quoi on s'attendait, mais c'est quand même pas tout à fait génial. On est sur des carnets proches de leur moyenne de longue période, mais associés à une augmentation donc des stocks, principalement de composants pour se prévenir, notamment dans l'industrie,
une diminution des marges parce que difficulté à répercuter l'ensemble des prix, égale l'un plus l'autre, égale diminution de la trésorerie assez significative de la part de nos entreprises. J'attire juste l'attention sur le fait le graphique du milieu à gauche, c'est les soldes d'opinion dans l'industrie. Dans l'industrie, aujourd'hui, ce sont des statistiques nationales, mais très peu différentes sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a mangé l'intégralité du surplus en moyenne dans les entreprises. C'est le cas dans l'industrie, c'est le cas dans le commerce et c'est le cas dans le bâtiment. Un peu mieux, c'est pour ça qu'on vous l'a mis, dans les services marchands où on est inférieur à la moyenne de l'Ampère. Donc, troisième message, effectivement, un warning qui s'allume sur la question de la trésorerie des entreprises, notamment dans les très petites entreprises et dans certaines dimensions sectorielles, dont notamment le bâtiment. Philippe y reviendra sans doute. Le panorama économique, vous le connaissez par cœur, hein, difficulté de recrutement, c'est quelque chose de structurel. Plus de la moitié des entreprises nous disent que leur cycle de production est contraint par des problématiques d'offres et donc notamment les difficultés de recrutement. Ce n'est pas une surprise. Les moyens d'espérer, c'est quoi? C'est des difficultés d'approvisionnement qui, par rapport au pic de l'année dernière, hein, quand on s'était vu l'année dernière au printemps, hein, et effectivement, on était vraiment avec des difficultés, des craintes de coupures diverses et variées. Et là, aujourd'hui, grosso modo, une entreprise sur trois, une entreprise presque sur deux a des difficultés. C'est un peu moindre que les fois passées. Et donc, le troisième élément de ce troisième tableau, c'est quel est l'impact de la crise énergétique sur nos entreprises. Je vous invite juste à regarder la partie droite des tableaux. Ça veut dire donc une entreprise sur deux dit à l'avenir, ça va encore peser sur mes marges. Donc, je vous ramène au tableau de tout à l'heure, réduction de la trésorerie. Donc, on n'est pas au bout, hein, une entreprise sur deux. Et seulement, entre guillemets, une entreprise sur trois indique qu'il y aurait un impact supplémentaire sur l'activité. C'est-à-dire, donc, je m'auto-régule parce que ça coûte trop cher de produire. Si je le dis avec mes mots, ce que vient de dire Jean-Christophe, finalement, on est dans un moment où c'est compliqué d'être patron, c'est compliqué d'être dans les RH, parce que finalement, les boutiques, Jean-Christophe, se retrouvent, ou en tout cas les DRH, je vais le dire comme ça, se retrouvent entre le marteau et l'enclume. D'un côté, des résultats de 2023 qui, effectivement, peut-être ne se dégraderont pas comme on l'a pensé fin 2022, début 2023, parce que finalement, j'ose le propos, Jean-Christophe, mais je sais que tu vas en parler, on ne parle pas à ce stade d'une France en récession en 2023. On parle d'une France avec un premier trimestre à plus 0,2 et un deuxième trimestre à plus 0,2. Donc, une espèce de faible activité. Mais si je reviens à mes DRH, ils sont entre le marteau et l'enclume parce que d'un côté, quelle va être la rentabilité des boutiques en 2023, du cash qui commence à se tendre, et donc quelle politique j'insuffle. Et en même temps, et on a tous ça dans nos boutiques, les collaborateurs et les NAO sont quand même compliqués à mettre en œuvre. Et donc c'est vrai que dans un moment où on a tous les uns et les autres pas forcément connu ce que j'appelle ce choc à la fois d'inflation, de marché énergétique qui a totalement été bousculé, et puis des collaborateurs, et c'est légitime, qui sont en attente de beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on est vraiment entre le marteau et l'enclume. Et aujourd'hui, quand vous êtes dans les services DRH des boutiques, vous voyez qu'effectivement, les difficultés à trouver le bon équilibre est vraiment compliqué. Ce qui m'amène tout à fait logiquement, et vous l'avez compris, à mon troisième message. On le répète toutes les années, mais c'est quand même important. Ne restez pas seul. Parlez à votre banquier. Hein. C'est très important que vous parliez le même langage. Tout ce qu'on a vu nous amène finalement à un moment donné où il faut prouver que son business est rentable, qu'on peut passer une mauvaise passe. Mais
parlez-en, parlez à vos fédérations, parlez, je suis sûr que Nicolas va remettre une couche tout à l'heure, mais parlez-en à votre expert comptable. Bref, ne restez pas seul, c'est évident, mais je crois que plus encore, c'est encore plus important de le dire aujourd'hui. Le quatrième tableau pour le quatrième message correspond à l'idée que nous avons à la Banque de France de lutter contre les anticipations inflationnistes. Tous autant qu'on est aujourd'hui, on a du mal à croire qu'à l'horizon 2025, comme le tableau le montre, on sera revenu aux alentours de 2% d'inflation sous-jacente, comme je l'ai indiqué, donc en dehors de l'aspect énergie. Ce qui est intéressant de noter, pour faire très simple, c'est que, les marchés nous croient assez, c'est-à-dire quand on demande finalement quelle est, à votre avis, l'inflation dans 3, dans 5 ans, c'est aux alentours de 2%. Les décideurs que nous sommes localement, c'est un peu plus compliqué. Ils nous disent plutôt 3. Chefs d'entreprise, particuliers, effectivement. Et il faut absolument que l'on puisse combattre ces anticipations. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons beaucoup, et vous avez peut-être vu le discours de la Banque centrale qui s'est un petit peu durci, notamment vis-à-vis des marchés. Les marchés disent finalement l'inflation est gagnée, aux États-Unis ça reflue, aux zone euro ça reflue, donc ça va, on a gagné la bataille de l'inflation. Que nenni confère ce que j'ai dit à l'instant. Et donc là, il faut avoir en tête que la Banque centrale est vraiment déterminée et fera ce qu'il faut au niveau des taux et au niveau du poids du bilan, la fameuse quantité de liquidité qui est mise sur le marché pour refroidir en tant que nécessaire la température. Et donc le cinquième et dernier tableau rapide, c'est finalement en synthèse comment nous voyons l'ensemble. On le résume, notre gouverneur le résume sur la base de 3 R. La résilience de 2022, ça a été dit, j'y reviens pas. Le ralentissement de 2023, nous écartons aujourd'hui, c'est important de le voir, après on peut en débattre, mais la Banque centrale écarte le risque de récession, d'atterrissage brutal de l'économie. De plus en plus d'instituts, la Commission européenne encore tout récemment, a confirmé ce point de vue, alors plutôt un petit peu remonter les prévisions, mais comme le disait Maurice à l'instant, c'est un chemin de croissance faible, long, laborieux, c'est du 0,3 sur l'ensemble de l'année, donc c'est quand même pas mirifique. Et ensuite, le troisième R, c'est la reprise de 2024. La reprise de 2024, c'est la synthèse de tout ce qu'on a dit. Apprenons à travailler sur le long terme, la profitabilité et la rentabilité du site France. Apprenons à travailler avec des ingrédients plus chers, que ce soit le prix de l'argent, que ce soit le prix de l'énergie. Ne restons pas seuls et travaillons en collaboration. Et tout simplement, je dirais en conclusion de ces éléments, c'est toujours le moment d'investir. C'est aujourd'hui qu'il faut investir dans la sobriété, dans l'innovation, de façon à pouvoir nous donner les éléments de cette reprise qui, vous l'avez vu, 1-2 est quand même pas mirifique. Alors donc, compte tenu de ces éléments, quel est le zoom régional? Et je laisse volontiers, tu veux la zapette, Eric, peut-être? Avant de donner la parole à Eric, et encore un grand merci Jean-Christophe, je pense que c'est important le message que vient de passer Jean-Christophe en fin de sa présentation, c'est ce qu'on a dit avec Serge, Philippe et Nicolas. On ne veut pas passer un message morose sur l'année 2023. Parce qu'effectivement, la récession qu'on nous promettait, finalement, on a l'intuition, et c'est ce que disent les économistes, ce n'est pas nous qui le disons, qu'elle ne sera pas là. Pour autant, ne soyons pas des bisounours. C'est comme ça qu'on dit, Nicolas. Il ne faut pas non plus tomber dans le truc, parce que ça va être compliqué. Et effectivement, sur 2023, l'enjeu pour nos entreprises de naviguer dans cette année 2023 avec tout ce que vient de parler Jean-Christophe et qu'on va retrouver dans le niveau régional dont parlera Eric et qu'on retrouvera aussi dans le niveau métropolitain, il y aura quand même des enjeux. Mais en tout cas, morosité interdit ce matin, quoi. Nous sommes d'accord. Il y a du travail, mais on y est.
sur l'analyse de l'économie régionale. Donc, elle s'inscrit, si vous voulez, dans le cadre de tendances régionales. Mensuellement, nous interrogeons à peu près 500 dirigeants d'entreprises pour connaître le pouls de l'économie. Et on fait justement des focus spécifiques 2 fois par an pour justement connaître les bilans de l'année écoulée, mais surtout aussi les perspectives à venir. Donc c'est important aussi de repréciser cet élément de contexte, puisque nous sommes aussi auprès des dirigeants mensuellement, et tous les mois, on a cet échange téléphonique qui nous permet d'alimenter ces enquêtes. L'enquête, elle s'est faite dans un environnement qui est challengé par une situation géopolitique, un environnement, comme l'a indiqué Jean-Christophe, sur des problématiques d'approvisionnement, de recrutement. Et bien sûr, tout cela va impacter les différents niveaux d'activité. Alors, ce que l'on a enregistré au niveau industriel, donc, c'est une progression de l'ordre de 11%. Donc là, tout de suite, vous allez me dire, voilà, c'est une belle progression. À noter que l'évolution des prix sur les indicateurs INSEE sur l'année 2022 est de l'ordre de 15,5% pour l'ensemble du secteur industriel. Ce qui signifie que quand bien même vous avez une progression de 11%, vous avez des intrants qui, eux, ont progressé dans la proportion des 15% que je vous ai indiqué. Et donc, de ce fait, on va le voir, quid de la rentabilité, bien évidemment. Donc après, on a des niveaux un peu moins élevés, si on prend la fabrication de matériel de transport avec plus 6,2. Mais pareil, si on prend l'indicateur justement de l'évolution du prix de production dans ce secteur, on est aux alentours de 7%. Donc on a toujours en fait cette corrélation entre l'évolution prix et le chiffre d'affaires. Donc, on peut, dans un certain cas, dans un certain nombre de cas, voire même majoritairement, identifier qu'il y a un effet prix plutôt qu'un effet volume dans la progression d'activité que je vous expose ce matin. Au niveau des effectifs, eh bien, il y a une progression des effectifs qui a pu se faire avec une variable, bien sûr, qui est l'intérim, notamment dans certains secteurs, même si au global, dans le matériel de transport, mais dans l'ensemble, il y a toujours ces problématiques de recrutement, aussi bien par rapport au profil, parce que difficulté de recrutement égale aussi adéquation entre les besoins et la disponibilité du personnel sur le marché du travail. En matière d'investissement, donc là on a une progression de l'ordre de 10% des investissements. Donc après, avec des effets volume en base relative qui peuvent être plus ou moins importantes, mais ce qu'il faut retenir derrière, c'est que on l'a vu avec les carnets de commandes qui sont encore hauts, eh bien des investissements qui, dans une majorité de cas, ont concerné une modernisation de l'équipement, voire même un accroissement des capacités de production. Donc c'est quand même des signaux positifs, puisque rappelons-le, l'environnement a fait que tous les mois, on avait cette incertitude, mais que dans l'ensemble, on a cette résilience que l'on peut affirmer sur l'année 2022. En matière de rentabilité, oui. Et oui, Eric, si tu permets, juste peut-être un éclairage pour compléter en disant que nous avons été plutôt agréablement surpris par le contrepoint de cet investissement qui est l'évolution des encours de financement et notamment des crédits de moyen terme. Je parle sous le contrôle de nos amis banquiers qui sont dans la salle. Mais donc, on avait pensé initialement que le fait d'avoir les PGE à rembourser ferait donc une diminution globale des encours et que finalement, il y aurait peu de projets qui trouveraient financement. Eh bien non, l'encours des financements, et je parle bien Provence-Alpes-Côte d'Azur, en dehors des TPE, où il diminue grosso modo de 1%, pour l'ensemble des autres composantes, notamment les PME, continue de progresser. Donc malgré le remboursement, maintenant que grosso modo 80% des entreprises ont commencé, même un peu plus maintenant, à rembourser le PGE, malgré ça, effectivement, il y a des projets, il y a des financements. On a l'habitude de dire qu'un bon projet continue de trouver un bon financement. C'est d'autant plus important ce que dit Jean-Christophe, parce que finalement, notre croissance de 2023, elle a toujours 2 pieds. Le premier pied, c'est un pied investissement, tu as raison de le dire. Finalement, notre investissement en PACA n'est pas en panne, Eric, donc ça, c'est très bien. Et il y a notre consommation. N'oublions jamais que notre PIB, et ça, on en parlera avec Serge aussi, il est quand même très dépendant de la consommation des ménages et des entreprises. Et cette consommation, et je ne veux surtout pas anticiper sur ce que va dire Serge, est-ce que, comme une célèbre
grande distribution, hein, Serge Lilconsoin, Michel-Édouard Leclerc nous dit régulièrement, vous allez voir, le choc de consommation, il arrive. Et donc effectivement, quand vous regardez les premiers chiffres de la consommation, on voit des tendances à la baisse de la consommation et des Français qui changent leur façon de consommer. Et donc faisons attention parce que ça, c'est vraiment les deux pieds de notre croissance, c'est à la fois ces investissements et cette consommation. Donc tu as raison d'insister sur le fait, et je te laisse continuer Eric, que l'investissement est toujours au rendez-vous dans notre économie régionale. Tout à fait. Cet investissement, justement, qui sera toujours au rendez-vous en 2023, trouve son origine notamment lorsque vous pouvez voir sur l'analyse de la rentabilité une proportion majoritaire d'entreprises qui observent soit une stabilité de leur rentabilité, voire une progression. Au niveau des perspectives, parce que c'est ça qui nous intéresse, là on a vu la partie rétroviseur, mais en tout cas c'est comment l'évolution va être menée. Là, on identifie justement ce point de ralentissement d'une économie, de ralentissement qui potentiellement pourrait intervenir et qui trouverait son origine par un repli des marchés à l'export dans la fabrication des autres produits industriels. Et c'est pour ça qu'on arriverait à cette variation moindre, à plus 3,1% dans l'industrie. Au niveau des effectifs, toujours ce besoin de recrutement envisagé par les dirigeants d'entreprise. Et ensuite, bien évidemment, tout dépendra de la disponibilité des personnels qui seront sur le marché. En matière d'investissement, donc là, toujours une valeur relative forte, mais après, dans le global, plus 5%. Donc, ce qui signifie qu'il y aura quand même des investissements, mais vous voyez, entre 2021 avec des fortes progressions, 2022 où encore on avait des investissements à deux chiffres, on sera quand même sur une industrie là plus limitée, mais par prudence, parce que là, ce sont des perspectives, bien évidemment, que nous donnent les dirigeants. Oui, Eric, ce qu'on observe, c'est un démarrage plutôt encourageant des investissements libres liés à la sobriété énergétique qui prennent plutôt bien volontiers le relais des investissements de capacité et de productivité. Hein. C'est intéressant de le souligner. Et en matière de rentabilité, donc là, c'est une situation plutôt de cible. C'est la cible des dirigeants d'entreprise dans l'industrie qui montre que justement près de 2/3 recherchent la stabilité des marges, hein, bien évidemment, enfin la stabilité de la rentabilité. Je continue sur l'aspect des services. Donc là, les services, un secteur où là, moins impacté par les mesures sanitaires, un redémarrage. Et donc, on peut y voir justement une progression d'activité de l'ordre de 10,7%. Mais ce qui nous intéressera, c'est la partie aussi transport, entreposage, avec le redémarrage, parce que dedans, vous avez aussi tout ce qui est lié au tourisme, hein, donc le transport dans son ensemble, voire même aussi les stations de ski. Donc, un certain nombre, des moteurs de notre économie régionale. Et c'est important de le souligner qu'on les retrouve justement dans cette progression. Et parallèlement, vous avez l'information et la communication avec la reprise des événementiels. Donc tout ça sont des signaux positifs. Mais là où l'année dernière, justement, on considérait que justement ce retour à la situation d'avant-crise était proche, mais pas forcément encore atteinte. Les effectifs, une progression, mais ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est près d'une entreprise sur deux qui ont des difficultés, mais de manière plus prégnante. On est près de 2/3 des entreprises dans le service qui rencontrent des difficultés. Donc ça, c'est toujours la problématique. Et moi, les échanges que j'ai pu avoir, c'est notamment dans le transport. Et d'ailleurs, Maurice, tu confirmes que justement, une problématique de recrutement dans le transport qui ne permet pas, de par cette difficulté, d'atteindre des niveaux d'activité qui potentiellement pourraient être espérés. Donc ça, c'est un point. Après, en matière d'investissement, plutôt flat, avec quelques investissements qui sont menés, hein, si on regarde sectoriellement, mais dans l'ensemble, plutôt étal. Avec là un point important, parce que vous avez le secteur des services où la prépondérance des coûts, c'est la main-d'œuvre. Rappelons que si on prend l'évolution du SMIC, un impact sur une activité comptable d'une entreprise du service, c'est plus 7% d'augmentation, donc plus les intrants. On a près de la moitié des dirigeants d'entreprise qui considèrent que 2022 va faire que la rentabilité sera à la baisse. Alors, et il y a une autre proportion, bien sûr, un peu plus, qui considère que ça va être stable ou en augmentation. Donc, un point de vigilance pour 2023, bien évidemment, mais qui rejoint les problématiques de trésorerie aussi, qui ont été évoquées précédemment. Donc, le chiffre d'affaires, plus 5,6. Donc là, on est dans les services. Moi, je fais juste un parallèle avec l'inflation attendue 2023, plus 6%. Donc, cette augmentation, c'est une répercussion d'un effet prix qu'il faut y voir dans un premier temps. Après, l'avenir nous le dira, bien sûr.
Les effectifs, toujours cette volonté de recruter pour bien sûr alimenter et faire tourner les activités. Les investissements, alors là, c'est vrai que quand on a analysé, on a été surpris du chiffre. Il faut y voir justement une perspective de prudence, un investissement de prudence, c'est-à-dire que compte tenu de la cible qui va être de majoritairement maintenir la rentabilité, a priori, les dirigeants n'envisagent pas d'investissement. Et je pense que ça, justement, sera intéressant de pouvoir l'actualiser à nos prévisions qu'on effectuera à l'automne. Je continue sur la construction. Alors là, la construction, il faut y voir justement un environnement aussi challengé par l'évolution du coût des matériaux, les difficultés d'approvisionnement, une progression entre 7 et 10% des coûts. Alors quand vous avez plus 6,1% d'activité dans le secteur, eh bien derrière, il faut prendre en compte tout ça pour arriver à parvenir à maintenir une rentabilité. Donc globalement, il y a de l'activité, mais il y a eu des phases d'inertie. Donc tout ça, je laisserai Philippe qui pourra revenir justement sur ces différents sujets pour vous dire un petit peu concrètement comment ça s'est passé auprès des dirigeants. Mais en tout cas, une progression d'activité, mais qui semble encore en deçà, en tout cas en deçà des attentes par rapport à l'évolution des coûts de production. Donc un impact sur la rentabilité. Au niveau des effectifs, plutôt stable. Voilà, ça c'est ce qu'on a observé, pas d'évolution majeure. Les dirigeants nous font part aussi de problématiques de recrutement, de turnover, de profils, que ça soit qualifié ou non. Et ça, c'est quand même une problématique. Maintenant, on a vu aussi qu'il y avait des nouveaux challenges qui étaient lancés, notamment pour faire venir de nouveaux talents par de nouvelles méthodes. Et ça, peut-être que tu pourras y revenir sur, on va dire, le bâtiment 2.0 ou 4.0 peut-être, pourquoi pas. En termes d'investissement, donc une situation plutôt stable parce que l'objectif, encore une fois, c'est d'arriver à maintenir la rentabilité parce que là, on est quand même pour une entreprise sur deux qui va observer une diminution de sa rentabilité sur 2022. Donc énergie, matériaux et tout ça va avoir un impact sur 2023 qui annonce des perspectives qui, elles, seraient en léger repli. Donc léger repli en début d'année, on ne sait pas ce que ça va donner en fin d'année. Incertitude, visibilité partielle sur le déroulé, avec des effectifs qui seraient en légère hausse, forcément, puisqu'on cherche bien sûr à augmenter, à trouver du personnel, avec toujours la cible, vous voyez, sur les 3 secteurs, on a toujours cette même cible, c'est de maintenir la stabilité de la rentabilité. Là, c'est un point, et Philippe y reviendra, c'est la stabilité des carnets de commandes à l'instant T. Donc, vous voyez, pour près de 60%. Près de 20% considèrent que leur carnet, c'est en diminution et près d'un quart considèrent qu'il est en augmentation. Donc, il y a plein de défis, en fait, qui sont annoncés. Et je pense que là, ça va dépendre du dynamisme d'un certain nombre d'acteurs. Et ça, Philippe y reviendra. En conclusion, sur les perspectives 2022, bien évidemment, la résilience nationale telle qu'elle a été exposée est vérifiée en région, en tout cas sur notre étude. Et le défi principal pour les dirigeants d'entreprise, et ce qu'ils nous ont dit et ce qu'ils nous partagent au quotidien, c'est vraiment maintenir les marges sur l'exercice 2023. Merci Eric. On poursuit le zoom sur la métropole. Tu as besoin... Merci beaucoup Eric. Alors effectivement, on va maintenant un peu plus zoomer sur la métropole. Et après, et je pense que là aussi c'est extrêmement important, c'est faire venir nos 3 témoins qui vont aussi nous donner leur thermomètre. Sur la métropole, finalement, de ce que vient de dire Jean-Christophe et de ce que vient de dire Eric, quand je vais zoomer dans la métropole, vous savez que dans la maison, on interroge régulièrement les chefs d'entreprise pour savoir ce qui passe dans la métropole. Il y a 3 messages forts que vous devez retenir. Finalement, et tu l'as dit Eric, j'aime bien cette façon de conclure ta partie, il y a une résilience sur 2022, c'est très clair. Si on s'était posé la question, et c'est l'exercice qu'on faisait régulièrement en 2022, on n'a pas été capable, mais c'est normal, de dire que l'année 2022 se serait terminée comme finalement elle a terminé. Et sur la métropole, même si effectivement les commerces de gros ont des difficultés, globalement le service et l'industrie ont fait une belle année 2022. Donc clairement, on a de la résilience sur la métropole. Et finalement, en miroir de ce que je dis, vous l'avez peut-être entendu ce matin, j'entendais les chiffres de BPI France sur les investissements étrangers en France, 2022 versus 2021, plus 7%. Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que finalement, les étrangers, je comprends que c'est les Américains qui reviennent sur le territoire, en plus avec des investissements qui sont créateurs d'emplois, donc ça c'est bon pour notre économie. Mais finalement, la fin de l'année 2022, c'est de la résilience, et donc ça, on ne peut que s'en féliciter. Le message, vous l'avez bien compris, c'est 2023.
2023, si on refuse de rentrer dans de l'amorosité, c'est clair. Je pense, allez, j'ose, Jean-Christophe, Éric, qu'on n'aura pas de la récession. Par contre, on va peut-être être en croissance flat, ça c'est vrai, ou en tout cas en taux de croissance faible. Quand vous interrogez les chefs d'entreprise de la métropole, ils vous disent tout de suite 3 choses. 1, les difficultés de recrutement. Tu le dis, on reste effectivement, et c'est intéressant ce que tu dis, quel que soit le niveau de compétence, à avoir des difficultés de recruter. Qui dit difficulté de recruter veut dire simplement que la machine ne marche pas. La deuxième chose dont on nous parle tout de suite dans la métropole, c'est effectivement ce sujet matière première, énergie. Jusqu'où ça va aller? Comment est-ce qu'effectivement on va pouvoir répercuter, et notamment l'exemple de Serge est intéressant, hein, comment est-ce qu'on va pouvoir répercuter les coûts énergétiques chez nos clients? C'est pas gagné. Donc ça veut dire qu'on a ce deuxième sujet qui s'appelle produit, enfin en tout cas prix de l'énergie, prix des matières premières, et on a un troisième sujet qui est le taux d'intérêt. Parce que c'est vrai, hein, moi j'ai pas peur de le dire, quand on va, alors moi je suis dans une activité de transport, mais quand on finançait nos véhicules, etc., le taux d'intérêt, Jean-Christophe, c'était pas un sujet. Finalement, il était tellement faible que le taux d'intérêt, aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose, puisqu'on est en train, il l'a dit Jean-Christophe, un taux d'usure à plus 4. Donc ça veut dire que les chefs d'entreprise de la métropole, comme finalement viennent de nous le dire Jean-Christophe et Éric, dans leurs différents périmètres, 1, difficulté de recrutement, 2, l'enjeu de l'inflation et du prix des matières premières, et 3, ce fameux taux d'intérêt, dit autrement, allez, j'ose le dire Jean-Christophe, comment le banquier va me recevoir à partir du premier, deuxième, troisième trimestre 2023 par rapport à nos projets d'investissement. Et puis je me permets juste d'ajouter, mais je crois que j'avais déjà dit l'année dernière, et désolé d'être un peu cash de la manière dont je le dis, mais si un projet d'investissement est remis fondamentalement en cause parce que le coût du financement passe de 2 à 4 ou à 5%, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le royaume. Hein. Enfin, il faut se le dire. Hein. C'est-à-dire que si la marge, le retour sur investissement est aussi limité que sur le coût du financement, on ne parle pas de 4% de la marge globale ou du chiffre d'affaires, mais 4% du financement, si ça remet en cause à lui seul l'investissement, c'est que peut-être il faut regarder comment on a mesuré son taux de retour. Il y a un dernier message que j'aimerais passer au titre de la métropole, mais qui en réalité vaut pour la métropole et je pense pour l'ensemble de nos territoires, avant d'appeler nos 3 témoins qui vont être aussi nos 3 thermomètres importants de cette matinée. Je vais reparler de cet enjeu de réindustrialisation. Je ne suis pas dans l'industrie. L'industrie, malheureusement, dans notre économie nationale, est aujourd'hui finalement réduite à quelques dizaines de pourcents, donc c'est peu. Et je suis convaincu que la réussite de nos territoires, et notamment métropolitains, passera par ces enjeux de réindustrialisation. Si j'ose le propos choc, on en a beaucoup parlé en sortant du Covid, qu'on va soi-disant réindustrialiser, qu'on va aller regagner de la souveraineté, et on se rend bien compte à quel point c'est difficile. J'ai juste 2 choses à dire quand même. Les impôts de production, hein, j'ai toujours l'habitude de parler de ça, mais on le sait dans nos boutiques, c'est finalement un impôt que l'on paye, alors qu'on ne sait même pas si on sera bénéficiaire à la fin de l'année ou pas. Et les impôts de production en France, même s'ils baissent, parce que le gouvernement a pris des mesures, certes sur 2 ans au lieu d'1 an, mais il a pris des mesures, mais je reste malgré tout 2 fois plus cher que l'ensemble de l'Europe. Donc, il y a un moment, il faut quand même se dire les choses. Et puis le deuxième sujet, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, sortant du Covid, Bruno Le Maire nous annonce que, comme en Allemagne, on va pouvoir installer des industries rapidement sur nos territoires. Là, on est encore loin. C'est-à-dire que quand vous interrogez des industriels qui viennent de l'étranger, même si je l'ai dit tout à l'heure, les investissements étrangers en France, finalement, ont augmenté par rapport à 2021. Donc il se passe des belles choses sur notre territoire. Mais si on n'arrive pas à accélérer les installations d'usines, et que vous voyez que dans d'autres pays comme l'Allemagne, ça va 2 fois plus vite que chez nous, il y a un moment, les investissements étrangers, ils se posent quand même la question. Donc je pense honnêtement, et c'est mon dernier message, et après on a la chance de recevoir nos 3 témoins, réussir sur nos territoires, c'est réussir aussi à travers l'industrie. Voilà. Merci Maurice, Serge. Allez, Serge, Philippe, Nicolas. On va se passer les micros parce qu'on en a 2. Alors, comme vous l'avez compris, et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire ce matin, 2023, il va falloir naviguer. 2023, on ne veut pas être morose, mais en même temps, on ne veut pas être des bisounours. Et donc, c'était important pour nous d'aller chercher un peu de thermomètre. Thermomètre côté
industrie agroalimentaire, on a la chance de recevoir Serge Inker. Thermomètre côté BTP, on a la chance de recevoir Philippe Deveau. Et thermomètre aussi côté des experts comptables. Et on a la chance effectivement de recevoir Nicolas. Parce que chez les experts comptables, on en parlait quand on préparait, nous, on est dans nos boutiques, mais on est dans nos boutiques, que dans nos boutiques, si je puis dire. Nicolas a cette particularité, c'est qu'il voit beaucoup de thermomètres en même temps. Et donc, c'était intéressant d'aller le chercher pour voir effectivement comment il vit les choses. Serge, on va commencer avec toi et on va jouer le jeu de questions-réponses aussi, mais vas-y, déroule. Ok, bonjour à tout le monde. D'abord, merci de m'avoir invité pour parler de l'ARIA Sud et puis de l'industrie agroalimentaire. Lorsqu'on parle d'industrie, on parle assez facilement de French Tech, on parle d'aéronautique, mais on parle peu d'industrie agroalimentaire. Or, dans la France, on a aussi une pépite qui est méconnue, qui est l'industrie agroalimentaire, parce que, somme toute, tout à l'heure, on parlait de déficit à l'export. Ben non, notre branche, elle est excédentaire. Pas autant qu'elle l'était il y a quelques années, mais elle est toujours. Alors, petite présentation, je ne sais pas dans quel sens. Est-ce qu'on peut de loin passer les slides? Voilà. Allez, super. Là, d'accord. Petite présentation tout simplement de l'industrie agroalimentaire régionale. Le tissu régional, c'est quoi? C'est 1000 entreprises. 1000 entreprises pour l'ensemble de la région, pour les 6 départements. Hein. C'est 1000 entreprises, c'est 37 000 emplois directs, auquel il faut rajouter, il y a un coefficient multiplicateur de 2,5 à peu près, les emplois indirects. C'est à peu près, au jour d'aujourd'hui, près de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est aussi une contribution sous forme de taxes et d'impôts divers et variés de l'ordre de 1400, 1,4 milliard, voilà. 1,4 milliard. Donc, vous voyez que c'est un poids quand même qui est important. C'est un secteur qui compte. Alors, je suis allé trop vite là, je manipule. Hop. C'est un secteur, oui, alors, c'est un secteur qui se caractérise aussi principalement, je parlais de 1000 entreprises, c'est un secteur où il y a principalement des TPE, et des moyennes entreprises, puisque ça représente 85%, à peu près 80-85% du nombre total des entreprises que je citais tout à l'heure. Donc, il y a peu de grosses entreprises. Il y en a des grosses que l'on connaît. La plus importante, on peut la citer, c'est Pernod Ricard, hein, pour la région, pour notre branche. Et puis, ce qui caractérise également notre tissu agroalimentaire, c'est le fait qu'on soit performant par rapport à d'autres régions dans quelques métiers spécifiques. Ces métiers spécifiques, ils apparaissent sous vos yeux, c'est notamment la boisson. C'est la boisson avec Pernod Ricard, par exemple. C'est les sucres, cacao, confiserie, thé, café. Ça aussi, on est beaucoup plus fort que les autres. On a une entreprise, je peux citer Haribo, je pourrais en citer d'autres, qui est bien connue. Dans les fruits et légumes, c'est un secteur qui est très développé chez nous. Boulangerie et pâtes, pâtes, vous pensez par exemple à Panzani. Et puis dans les plats préparés, on est plus important, plus développé que dans ce secteur, sont plus développés. Ces métiers sont plus développés chez nous que dans d'autres régions. Alors, sur la répartition des entreprises au niveau de la région, je vous disais tout à l'heure qu'on avait on est dans 6 départements, mais concentrés en fait sur 2 gros bassins d'emploi, 2 grands bassins d'activité. Vous le voyez sous vos yeux, c'est principalement le bassin marseillais et c'est le bassin qui tourne autour de la ville d'Avignon.
Voilà pour une présentation on ne peut plus spot. Au niveau... Hop, hop, hop. Voilà. Ces entreprises adhèrent à une fédération qui s'appelle l'ARIA. L'ARIA, c'est une association, c'est l'association régionale de l'industrie agroalimentaire qui a pour vocation à la fois de défendre ces entreprises, mais aussi de les aider à se développer, de les accompagner dans leur croissance sous différentes formes. Serge, je vais te poser une petite question, Oui. parce que c'est ce qu'on disait avec Jean-Christophe et Eric. Finalement, 2023 va être dépendant, me semble-t-il, de deux choses, des enjeux d'inflation. Et actuellement, les industries agroalimentaires négocient, vous le savez tous, avec la grande distribution. Allez, je vais oser ton propos de ce matin. Qu'est-ce qui se passe dans les box? Avec en plus, et pardon de le citer, hein, c'est pas que je fais une fixette, mais Michel-Édouard Leclerc qui dit le choc de consommation, il arrive. La consommation va baisser. Comment est-ce que les entreprises de ta filière, Serge, vivent ce moment 2023 où effectivement ils négocient avec leurs gros clients, je vais dire les choses comme ça, et qu'en même temps, la consommation, on s'interroge en 2023 sur ce qu'elle va donner. Est-ce qu'elle va être ce relais de croissance dont on a besoin ou pas? Comment le vivent tes boutiques, ces moments-là de 2023? À l'heure où l'on parle, elles le vivent difficilement. On est en plein dedans, on est encore en plein dans les négociations. Vous savez, la France a cette particularité de signer les contrats pour l'année à venir, de fixer les conditions tarifaires à une échéance qui est fin février, début mars. Il y a des négociations qui sont en cours depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et elles doivent aboutir maintenant. Donc on est dans... Les Américains, basketteurs américains, ils parleraient de money time, quoi, hein. On est dans le money time tout de suite. Donc, qu'est-ce qui va sortir de ça? On a déjà quelques informations pour les TPE, PME, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais pour l'essentiel, et notamment pour les grandes entreprises, rien n'est joué à l'heure où l'on parle. Si on fait le même exercice dans 15 jours ou dans un mois, évidemment, on aura des éléments de réponse plus factuels, plus objectifs. Et côté TPE-PME, Serge, tu disais, on va y revenir. Qu'est-ce que disent les TPE-PME, elles, dans ce contexte 2023 où on va devoir naviguer? Les premiers retours que l'on a, parce qu'on les a pas tous à l'heure où l'on parle, les premiers retours que l'on a, c'est que malgré des évolutions législatives, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'exercice de négociation reste difficile, qu'on n'est pas en position réelle pour avoir une négociation équilibrée. Le retour majeur, c'est ça. Et ce choc de consommation dont on parle, tu y crois? Tes clients t'en parlent qu'effectivement, on consomme différemment, on pourrait moins consommer. Jean-Christophe disait tout à l'heure, quand on préparait, qu'on fait des choix différents entre le loisir, la consommation. Comment tu vis, comment tes clients te parlent sur ce sujet de la consommation, Serge? Ce qu'on observe en termes de consommation, c'est qu'effectivement, dans la GMS, d'abord, la consommation ne s'est pas écroulée, hein, loin de là, mais qu'il y a une modification du comportement des consommateurs. Les gens achètent différemment, ils achètent moins cher, dans la mesure du possible, et puis ils achètent différemment. Ils changent de source d'approvisionnement. Et donc, il y a là un impact, évidemment, la GMS en tient compte, mais par voie de répercussion, ça influe sur nos propres activités. Je reviens 2 secondes sur la négociation, puisque tu as lancé ce sujet, j'y reviendrai aussi après. Il faut comprendre que pour négocier, les négociations commerciales, c'est d'un côté, vous avez 17 000 entreprises qui représentent la branche de l'industrie agroalimentaire, 17 000 entreprises, et en face, vous avez 7 super grands, les GMS que vous connaissez, hein, et notamment Leclerc. Hein. Je cite Leclerc parce que le dirigeant de Leclerc, c'est le roi de la com, et donc il se présente assez facilement et avec talent, beaucoup de talent, comme le défenseur du pouvoir d'achat. Je peux vous dire que dans la vraie vie, dans la négociation, dans les box, ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non.
Voilà. Donc c'est quelque chose de difficile. Je reprends le fil. Vas-y, vas-y. Ok. Je reprends le film et vous avez sous les yeux une photo qui, j'espère pour vous, est parlante, parce que, somme toute, elle montre quel est notre métier. Nos métiers à nous, c'est quoi? Notre métier à nous, c'est vous nourrir 3 fois par jour. Alors, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose même qui est indispensable, j'ose le qualificatif, parce que, somme toute, si vous n'aviez rien mangé hier, ni avant-hier ou ce matin, ce serait un peu compliqué. Hein. Donc, c'est quelque chose qui, ce sens-là, est indispensable. Et la photo que vous avez sous les yeux, à votre, je me tourne, à votre gauche, vous avez les rayons tels que vous les trouvez, avec des articles tout à fait classiques. Et à droite, vous avez la même chose, mais on a retiré ce qui est produit par l'industrie agroalimentaire. Donc, il y aurait quelques petits trous si l'industrie agroalimentaire arrêtait sa production. C'est une façon simplement de dire que c'est une industrie qui est méconnue, mais qui a son importance. Et je termine là-dessus en soulignant que l'industrie agroalimentaire, c'est le premier, je dis bien, c'est le premier employeur de France, dans le privé. Hein, c'est la première industrie de France. Voilà. Alors, cette belle industrie, comment est-ce qu'elle se porte aujourd'hui là? La situation, elle est comment? Tout à l'heure, j'entendais des commentaires encourageants. Je m'associe à cet esprit positif. Mais la situation actuelle, pour nous, elle est plutôt sombre. Les inquiétudes, il y a plus d'inquiétudes qu'autre chose. Alors, quand on dit qu'elle est sombre, pourquoi c'est difficile? Tout simplement parce que les difficultés sont plurielles. Elles se cumulent. Alors, je ne vais pas égrener tout ce qui a été dit, difficultés, hausse des matières premières, hausse du coût de l'énergie, difficultés de recrutement, inflation, on peut multiplier tout ça. La nouveauté, en fait, c'est que tout ça arrive en même temps. Ça me fait penser à la réflexion d'un dirigeant d'entreprise qui me disait récemment, je regrette la période Covid. Alors, je lui dis, mais attends, explique-moi. Il me dit, mais c'est simple. Avant, on avait un problème majeur à traiter et on s'y mettait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et en fait, donc, c'est l'addition de tout ça qui fait que c'est horriblement compliqué, comme tu disais tout à l'heure, Maurice. C'est compliqué. Donc, concrètement, les dirigeants d'entreprise, chez nous, dans ma branche là, ils ont le nez dans le guidon, quoi. C'est bien sûr qu'il faut regarder ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans, mais d'abord, qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois? Qu'est-ce qui va se passer à la fin du trimestre? Et ça, c'est horriblement compliqué. Alors, j'aimerais faire simplement un zoom sur le coût de l'énergie. Bon, je ne vais pas reprendre les données que vous connaissez, mais il y a une donnée moyenne. Alors, c'est une moyenne. Hein. C'est une donnée moyenne que représente le coût de l'énergie exprimé par rapport au chiffre d'affaires dans l'industrie agroalimentaire. En 2021, c'était en moyenne 2,1%. D'accord? Je fais 100 € de chiffre d'affaires, mon énergie me coûte 2,1%. En 2022, c'est passé de 2,1 à 5,14%. Donc vous voyez, c'est une augmentation de l'ordre de 145%, au-delà du pourcentage. Si vous enlevez 3 points de marge à votre résultat final, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui affichent 3% de résultat net. Hein. Vous enlevez ça, ah ben vous avez compris que le coût de l'énergie, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Je reviens aussi sur les négos commerciales. Si je dépasse mon timing, fais-moi signe là. Hein vous avez compris, les négociations commerciales, c'est un exercice difficile. Et je dirais qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là, en France,
sur ce sujet-là. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pourquoi? Si vous faites une observation sur les 13 dernières années, il y a eu 4 plus 4, 8 lois pour essayer de régler ce problème-là. Hein? Non, c'est pas réglé. C'est réglé partiellement, oui. Et c'est heureux. Le monde agricole, aujourd'hui, est rémunéré plus justement ce qu'il ne l'était avant. Mais pour le maillon suivant, l'industrie qui transforme les produits alimentaires, rien n'est réglé. Alors, il y a un projet de loi de Creusel qui est en cours. C'est en cours, ce n'est pas réglé. Donc, il y a quelque chose qui, fondamentalement, ne marche pas. Et dans la pratique, ça se traduit par une destruction de valeur ajoutée. On a évalué que depuis 2013, la branche a perdu 6 milliards d'euros. Destruction de valeur. Si vous consommez tout ça et vous le mettez bout à bout en prenant toutes ces difficultés, qu'est-ce qu'on observe? En tout cas, moi, qu'est-ce que j'observe à l'heure d'aujourd'hui? Moi, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui a amélioré ses résultats en 2022. J'en connais pas beaucoup. Alors peut-être que Nicolas, il va dire ah, moi j'en ai, mais tant mieux. Au jour d'aujourd'hui, j'en connais pas beaucoup. Ce que je sais, c'est qu'on a consommé de la trésorerie. À peu près comme ça, 50% de la trésorerie que l'on avait. Donc je dis attention à l'assèchement. Je ne veux pas dire effondrement, mais on prend une évolution qui font qu'on peut redouter à juste titre la défaillance d'un certain nombre d'entreprises. Voilà. Donc quand je vous disais climat un peu inquiétant, sombre, au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Serge, merci beaucoup de ce premier thermomètre. C'est important, effectivement, d'écouter cette industrie agroalimentaire. J'ai adoré ta présentation avant, après, les deux côtés de l'armoire. Philippe, je me tourne vers toi. Alors, quand on parle BTP... Vas-y. Non, est-ce qu'on parlera des réussites? Est-ce qu'on parlera des orientations d'avenir? On revient là-dessus après? On revient. Okay. Philippe, je me tourne vers toi. Serge, finalement, il nous a donné un bon thermomètre de l'ANIA. C'est pas facile, hein. J'entends, il est dans les négos. Voilà. Côté BTP, Philippe Deveau, on a l'habitude de te voir dans cette maison. Merci de ta présence ce matin. Qu'est-ce que tu dirais, ton thermomètre à toi? Il dit quoi, Philippe? Bonjour à tous. Alors, je vais me présenter un petit peu quand même. Je suis le past président de la Fédération du bâtiment des Bouches-du-Rhône. Bâtiments et travaux publics, il ne faut pas les oublier. Alors, pour faire un peu comme tu as fait, Serge, l'activité BTP dans notre région, parce que moi je vais vous parler principalement des Bouches-du-Rhône, l'activité BTP dans notre région, c'est plus de 14 milliards d'euros pour les 6 départements de la région. Si on se ramène donc sur ces 14 milliards, il y en a plus de 7 milliards qui sont faits dans les Bouches-du-Rhône. Donc vous voyez l'échelle de notre département par rapport à la région. Et si on redescend encore au stade de la métropole, on va dire même un peu plus, c'est plus Marseille que la métropole, on arrive à 3,5 milliards d'activités BTP sur l'environnement de Marseille. Donc regardez le poids de nos entreprises de construction dans la région. C'est assez phénoménal. Donc même si je ne vous parle ce matin que du département, c'est quand même une image assez intéressante par rapport à ce qui se passe dans le monde de la construction. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vais essayer de trouver comment ça marche. Tu appuies sur le bouton. C'est bon. Non. Alors, une fois que j'ai dit ça, on a eu une année 2022 qui a été une année où nos politiques ont dit le BTP, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Pourquoi voudriez-vous qu'ils rouspètent? Belle activité, croissance de 6%. Le seul problème, c'est qu'effectivement, on a eu une hausse des matériaux et du coût de la construction de pratiquement 11%. Donc, quand on additionne les deux, ce n'est pas vraiment positif. Mais malgré tout, l'image est que l'activité a été très bonne en 2022. Les entreprises ont eu des carnets de commandes qui ont été effectivement bien remplis, qui ont permis d'une activité qui fonctionne. Une piètre rentabilité, mais une activité qui fonctionne. Une fois qu'on a vu ça, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu cette différence et pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel engouement en 2022? L'industrie a été une branche qui a été très porteuse pour nous. Les industriels ont, après 2 ans de galère, lancé pas mal de projets, donné de l'activité, fait des produits qui ont permis de construire. Le commerce aussi, la grande consommation.
en 2022, plein de chaînes d'hypermarchés ont fait de belles réalisations qui ont permis d'avoir une activité relativement équilibrée entre tout ce qui était travaux publics, mise à niveau des chaussées, remise à niveau. Vous avez tous vu partout, il y a eu du noir de partout, enfin, des enrobés de faits qui se sont faits un peu partout. On a vu plein de choses qui se sont faites. Parce qu'on a vu une économie qui marchait globalement assez bien. On a eu une belle croissance et donc il y a eu un engouement. Donc on a eu une année pour l'activité BTP qui était bien. Mais maintenant, cette année 2023 qui va arriver et qui est là, elle est quand même très différente. Parce qu'on a toujours des augmentations de matériaux, on a toujours des problèmes, on va dire, de révision de prix, parce que nous, on fait des marchés qui sont quand même très longs. En général, enfin, il y a deux activités. Il y a l'activité des gros marchés, que vous voyez tous, et qui sont un peu le drapeau de notre profession. Puis il y a toute l'activité des petites entreprises, qui est bien plus importante que ces grosses entreprises, mais que l'on voit un peu moins. Et ces gros chantiers, ils sont traités un jour, réalisés plusieurs jours après, même plusieurs années après. Et le problème, c'est d'avoir des coûts qui soient cohérents par rapport à ce que l'on doit faire. Et effectivement, ces cohérences de coûts, elles sont très difficiles à voir parce que les marchés ne sont pas très facilement révisables, par exemple. On a les coûts de l'énergie, on a tous ces éléments-là qui font que cela nous contrarie beaucoup dans notre fonctionnement. Donc 2023, on arrive en disant « Oh, on a besoin qu'on nous aide », mais il n'y a personne qui nous entend. Parce que justement, 2022 a été une année extérieurement sympathique. Alors, on voit plusieurs choses qui se profilent. La première, c'est les petites entreprises qui vont avoir des marchés extrêmement perturbés. Tout le monde a parlé autour de cette table de l'énergie, qui a été en 2022 un coût extravagant et même très perturbant pour les collectivités. On voit tous nos communes qui sont éteintes le soir, on voit tous plein de choses qui ne fonctionnent pas comme on l'a connu avant. Ce qui fait qu'en 2023, toutes les entreprises qui sont dans l'environnement du petit travaux, de l'entretien, elles n'ont plus de budget. Les communes n'ont plus de budget. Les collectivités n'ont plus de budget. Elles ont mis tout cet argent dans l'environnement énergétique pour faire vivre nos piscines, pour faire vivre notre confort un peu moins habituel que d'habitude, mais notre confort quand même. Ce qui fait que tout ce pan de la construction qui travaille sur des marchés de proximité est actuellement très perturbé et en grande inquiétude sur savoir comment est-ce qu'on va faire l'année, comment est-ce qu'on va faire vivre nos entreprises. Et déjà que les trésoreries, comme chez tout le monde, mais je ne vais pas trop insister là-dessus, ont été mises à mal en 2022, en 2023, ils sont inquiets par rapport à ça. Donc, soyons prudents. Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs du BTP dans l'assistance a priori, mais globalement, ça va être très compliqué pour eux. Ensuite, on a tous les gros marchés. Les gros marchés, eux, ils sont lancés, ils ne vivent pas très bien, mais il y a quand même encore dans notre département un renouvellement de tous ces éléments-là. On verra un peu plus tard, il y a quelques points d'observation que j'ai mis en marge des slides. C'est un environnement qui fonctionne. On a un troisième domaine qui est le logement. Le logement, là, c'est très compliqué. 2022, on a vu, et on a lancé beaucoup de cris d'alerte auprès des politiques, beaucoup de mairies dans notre département qui ont arrêté de donner des permis de construire. Arrêter, ce n'est pas vraiment le bon mot, c'est un peu moins que ça quand même. Mais une très très forte baisse de la mise en place de permis de construire et de l'acceptation. Ce qui fait que dans le logement, actuellement, on est complètement en sous-proposition par rapport aux acquéreurs. Mais comme le logement privé fait également beaucoup de logement social, travaille beaucoup pour les bailleurs sociaux, on est également en sous-production de logements sociaux. Donc on a un vrai souci par rapport à ça, et cette filière-là va très mal, parce qu'on n'arrive pas à construire. Il faut que tout le monde s'y mette. On a fait avec l'OIP, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'Observatoire immobilier de la Provence, une étude en début 2022 qui était un cri d'alerte, parce qu'on voulait montrer aux hommes politiques qui allaient être élus, nos futurs députés, que l'on allait avoir une augmentation de l'ordre de 24 à 25% du prix de vente des logements dans les 3 prochaines années dans le département. Ils n'ont pas bien entendu, parce qu'ils ont eu plein de choses qui marchaient bien ailleurs, c'est ce que je vous disais avant.
Donc globalement, c'est passé un peu, ça a fait un peu flop. Sauf chez certains grands donneurs d'ordre qui ont bien compris ce problème-là. Et malheureusement, notre étude, elle est très optimiste, parce que quand on a fait ça, on espérait qu'il y aurait une inflation de 3,5-4%. Et vous avez vu qu'il y a eu beaucoup plus que ça, en plus dans le bâtiment. Je rappelle, c'est entre 10 et 11. Donc, on n'arrive pas à construire, on n'arrive pas à proposer des produits à vendre. Et donc, les promoteurs ont du mal à trouver de nouvelles opérations. Et les entreprises n'ont plus de marché pour travailler. Donc, on a vraiment une année 2023. Et puis, je pense que malheureusement, ça va continuer sur 2024, parce qu'un projet immobilier, ce n'est pas une année, mais c'est au moins 3 ans en général. Donc, on est vraiment dans une période qui est compliquée et qui va même être compliquée pour nous tous au niveau citoyen, parce que les gens auront du mal à se loger. Et quand on dit du mal à se loger, c'est comme quand tu dis, Serge, du mal à se nourrir. Ça ne va pas. Si les gens ne se nourrissent pas bien, en plus n'ont pas de logement, ça ne va pas être très très bien économiquement dans notre département. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. Là, je vous ai mis un certain nombre de chiffres. Ces chiffres, on voit effectivement ce que je viens de vous expliquer. Les autorisations de logement, ça ne va pas. Les mises en travaux, ce n'est pas bien. Là, par contre, l'activité de travaux publics, ça a marché relativement bien en 2022. Mais bon, chacun regardera le chiffre qu'il veut voir. C'est ce qui est le plus simple. Philippe, je voulais juste t'interroger sur ce qu'on a dit ce matin. Il y a un autre phénomène qui, effectivement, peut percuter le monde du BTP, mais aussi nous, les entreprises, enfin, autres que cette filière-là, c'est cet enjeu des taux d'intérêt. Parce qu'on le disait quand on préparait, Jean-Christophe et Eric le disent très clairement, la Banque Centrale Européenne est dans un moment où les taux vont pas baisser, le taux d'usure augmente. Qu'est-ce que va faire Christine Lagarde demain? J'en sais rien. Mais en tout cas, le message de Jean-Christophe ce matin, il est clair, on va se battre contre l'inflation. Quelles répercussions immédiates sur ton secteur, Philippe? Alors, tu fais bien de m'en parler, parce que j'ai dit effectivement le côté politique qui ne donne plus de permis de construire, mais il y a aussi tout le côté bancaire, où l'argent coûte évidemment beaucoup plus cher qu'avant pour acheter un logement et se loger. Simplement, le coût d'augmentation de l'argent, c'est entre 15 et 30 000 euros de plus pour financer l'achat de son logement. Et avec le taux d'usure, nos promoteurs n'arrivent plus à les financer, parce que quand vous avez, même si pour certains ça peut paraître pas forcément beaucoup, c'est quand même une grosse somme pour la plupart de nos citoyens. 15 à 30 000 euros, ça les fait basculer. Et le taux d'usure fait qu'ils auraient un taux d'endettement qui serait trop important, une non-capacité à rembourser. Donc, de ce côté-là, on a les politiques qui ne donnent pas de marché, et de l'autre côté, les promoteurs qui, effectivement, eux, n'arrivent plus à vendre parce que les gens ne peuvent plus acheter. Et de l'autre côté, les entreprises comme nous qui ne peuvent plus construire parce qu'il n'y a plus rien. Avec ces deux éléments-là, ça réduit quand même beaucoup, beaucoup l'environnement. Mais je pense que vous l'avez tous compris. J'ai répondu à ta question. Parfait. Merci. Alors, les éléments qui Tu permets juste 10 secondes oui. pour l'interprétation du taux de l'usure. Je ne vais pas te faire plaisir, oui, mais tu le sais. J'ai simplifié. C'est qu'on ne peut pas combattre deux choses à la fois. Protéger le consommateur final en disant on vous met un plafond qui est de dire bon, vous ne pouvez pas vous endetter au-delà d'eux, et dire d'un autre côté il faut absolument qu'il y ait une demande dynamique, et de ce côté-là suivre les taux d'intérêt et donc remonter le taux d'usure. Il y a quelque chose qui ne marche pas tout à fait. Alors effectivement, il y a, on en parlait ce matin, une évolution technique qui fait que on réévalue le taux d'usure maintenant tous les mois. Ça permet quand même d'avoir une respiration un peu plus confortable. Mais on fait partie de ceux qui disent que le taux de l'usure n'est pas forcément la problématique principale de la demande de crédit. C'est en plus une arme contre l'inflation, finalement, enfin contre la période inflationniste. Monter les taux, je le dis avec mes mots, Jean-Christophe, je ne sais pas le dire comme toi, mais monter les taux, c'est aussi nous protéger contre cette inflation. Je répète, en France, elle est entre 6 et 7. On a vu les chiffres européens de l'autre côté, ils sont à 2 chiffres. Donc on a quand même ce côté-là. Philippe, on te laisse continuer. Vous avez tout à fait raison, mais c'est vrai que dans nos environnements, nous, ça cause des perturbations et ça devient plus compliqué. Donc, ensuite, il y a quand même des points qui ont bien fonctionné et qui vont encore bien fonctionner en 2023. Je vous ai mis un petit slide là avec l'emploi actuellement, et on voit qu'effectivement, nos entreprises ont réussi en 2022 à augmenter d'1,5% les salariés que nous avons dans nos entreprises. Et ça, c'est vraiment un point intéressant, parce qu'il est compliqué, et tout à l'heure c'était Eric qui le disait,
Le BTP a souvent souffert d'une mauvaise image. Quand on était beaucoup plus jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune, on disait va pas dans le BTP. De toute façon, c'est un endroit où il n'y a rien de bien à y faire. Il n'y a que des gens qui sont en décrève la faim, pour ainsi dire. On va dire ça comme ça. Et non, maintenant, on arrive à rémunérer les gens beaucoup mieux. Et ça, c'est un point qui est très important pour l'avenir de notre profession. Avec, ça fait une quarantaine d'années que je travaille dans ces métiers-là, un environnement qui a beaucoup changé. On met beaucoup plus de technologie dans tout ce que l'on construit, beaucoup plus, on va dire, de capacité à faire vivre les gens dans de meilleures conditions. Et tout ça fait qu'on attire des gens qui ont fait beaucoup plus d'études qu'avant et qui ont de la valeur ajoutée, qui sont en capacité de vraiment améliorer le monde que l'on est en train de construire. Et ça, c'est important. Et si on fait juste un mauvais parallèle avec ce qui a pu se passer en Turquie ces derniers temps, un tremblement de terre, c'est toujours catastrophique. Mais c'est vrai qu'on a un pays où on a une réglementation qui nous a permis depuis des décennies de construire de façon sécurisée. Alors, si on avait un tremblement de terre comme là-bas, il y a plein de choses qui tomberaient quand même. Mais on est quand même dans une nation qui réfléchit beaucoup à comment mieux travailler, faire des meilleurs produits, avec moins de consommation d'énergie et un équilibre carbone qui soit bien meilleur. Donc on est actuellement avec beaucoup d'ingénieurs, des jeunes qui sortent des écoles, qui viennent dans nos métiers et qui apportent un sang neuf et améliorent encore notre qualité de travail. Donc on n'a pas embauché que des ingénieurs, mais on a quand même augmenté notre masse salariale d'1,5%. L'intérimaire un peu moins. C'est effectivement le contrepoids. Quand on arme nos entreprises de façon durable, l'intérimaire, effectivement, pêche un peu. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'embaucher. Alors Ensuite, attention au timing, hein, Philippe. On a Nicolas qui suit derrière. Il nous reste un quart d'heure. Ça ne marche plus. Bon, si vous pouvez me changer le slide, merci. Alors, c'est ce qu'on vient de dire un peu. La construction, c'est quand même pas la première industrie, parce que tu as dit que c'était la tienne, donc je vais dire que c'est la deuxième. Mais globalement, oui, c'est une très très grosse activité. Et dans le département, il y a 40 000 salariés, 42 000 exactement, du BTP. Donc c'est quand même un environnement qui est à votre disposition, qui est là pour vous aider à vivre, et on essaiera de faire le mieux possible, même si on a plein de soucis. Et puis, pour terminer, je voulais dire simplement, regardez, on a quand même sur Marseille tout un plan travaux au niveau des écoles qui est quand même très intéressant. On a beaucoup de réhabilitation à faire parce qu'il y a effectivement beaucoup d'habitats encore qui sont compliqués et qui sont en mauvais état, pas qu'à Marseille, il y a beaucoup de communes du département qui sont concernées. Et puis on a également tout Euromède qu'il faut développer, qui se développe très vite. Moi, j'ai fait le premier chantier d'Euromède il y a 20 ans. Et on rigolait parce qu'on avait connu Marseille avec les oiseaux qui passaient sur le dos, tellement c'était pauvre au niveau de la construction. Et donc on a vu un développement de Euromède 1 qui a été exponentiel au fil des années. Et on a Euromède qui est sur une très très bonne lancée. Donc on va apporter de la qualité encore et de la rénovation en toute notre ville de Marseille, qui en a bien besoin. Et ça, c'est quand même un ensemble de très beaux espoirs. Alors c'est vrai, je vous l'ai dit, vous le verrez en dessous, mais je ne vais pas le redire, il y a aussi des points négatifs. L'essentiel, c'est que tous ensemble, nous soyons capables de faire évoluer notre environnement et qu'on donne du confort à nos habitants. Philippe, un grand merci pour ce deuxième thermomètre. Il est important maintenant qu'on passe au troisième. Nicolas, tu as la lourde tâche d'être le troisième thermomètre. Et là, quand on a préparé avec Nicolas, c'est toujours la même histoire. Nicolas, explique-nous, qu'est-ce que tu vis? Nicolas est dans les boutiques, en direct, mais il me faisait une aparté tout à l'heure, il est aussi au tribunal de commerce. Et vous avez vu que les chiffres des défaillances commencent aussi un peu à lever la tête. Je ne sais pas comment je peux le dire, Nicolas. Comment tu caractériserais ton thermomètre à toi, côté expert comptable, toutes les boutiques que tu vois? Alors, comme mes deux prédécesseurs, ils ont annoncé les chiffres du nombre d'employés dans la région. Nous, on n'a que 17 000 salariés. Les experts comptables et commissaires aux comptes sur la région PACA, enfin, c'est déjà pas mal. C'est plutôt représentatif. Ça, c'était une aparté. Alors, la prévention des difficultés des entreprises en difficulté. C'est vrai que depuis le Covid, on nous annonce
un tsunami, un raz-de-marée de défaillances d'entreprises. Pour l'instant, il n'est pas arrivé. On a beaucoup parlé jusqu'à présent des chiffres de 2022, un petit peu de 2023, la conjoncture. Effectivement, ce qui se dit dans les indiscrétions du tribunal de commerce, c'est qu'aujourd'hui, on a une inflation au niveau du nombre de dossiers de liquidation judiciaire. Alors, il faut savoir qu'avant le Covid, au niveau des procédures judiciaires, c'était un petit peu la règle des 80-20. On avait 20% de liquidation judiciaire sèche, 80% de redressement judiciaire. Et dans ces 80% de redressement judiciaire, il y en avait à peu près, on va dire 90% qui finissaient à la casse en liquidation judiciaire au bout de quelques années, parce que la conjoncture économique, où on était un petit peu optimiste sur... Aujourd'hui, la tendance inverse, c'est-à-dire qu'au niveau du tribunal de commerce de Marseille, parce que c'est celui-là dont j'ai les statistiques, il y a 80% de dossiers qui arrivent en procédure judiciaire, ce sont des liquidations judiciaires sèches. Il n'y a quasiment plus de redressement judiciaire. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? En tout cas, moi, la façon dont je l'interprète, c'est que les acteurs qui sont autour de ces dossiers sont beaucoup, peut-être plus clairvoyants aujourd'hui, plus prudents. On a une conjoncture économique qui, même si elle n'est pas difficile, n'est pas non plus au beau fixe. En redressement judiciaire, il faut y aller. Des fois, c'est sur 10 ans, c'est très long. Et on se rend compte que de toute façon, on n'en se rend pas capable. Et donc, il vaut peut-être mieux baisser les rideaux tout de suite avant d'amplifier les pertes. Ce qu'il faut voir là-dedans aussi, c'est, je crois, tout le travail qui est fait par tous les acteurs de ce monde économique sur la prévention des difficultés et sur le suivi de la gestion. Donc, il y a les experts comptables, mais il y a aussi il y a les commissaires aux comptes, il y a les avocats, il y a les mandataires judiciaires, sur toute la phase en amont de la procédure judiciaire. Les conciliations, les mandats ad hoc. Là, on a, depuis le Covid, une véritable inflation sur le nombre de dossiers qui sont créés. C'est des chiffres qui sont aussi corroborés par le secteur bancaire, puisqu'ils sont régulièrement invités autour de table pour renégocier des durées, faire des plans d'appurement avant qu'on passe à le judiciaire. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les entrepreneurs et les personnes qui les accompagnent sont clairvoyants. Ils ont, je pense, les pieds sur terre et se rendent compte que quand ça ne va pas, il vaut mieux se mettre autour d'une table, discuter avant que ça fasse mal. Je te pose deux questions, Nicolas. La première question, tu disais que les défaillances, et c'est d'ailleurs pas qu'à Marseille, on l'observe, ça augmente. Mais j'ai compris qu'on était quand même en deçà des chiffres de 2019. C'est la première question. Et la deuxième question, j'entends dans notre monde entrepreneur qu'on a aussi des patrons. Alors c'est peut-être, tu le dis bien mieux que moi, tu parles de clairvoyance, mais qu'effectivement les patrons à un moment baissent les bras et donc vont au tribunal. Il y a cet effet-là aussi un peu plus qu'avant ou pas? Donc question 1, question 2. Alors, on est en dessous du nombre de procédures. En 2022, c'est vrai. En 2023, j'ai pas de boule de cristal. Je pense qu'elles vont augmenter, effectivement, mais dans des ratios similaires. Voilà. Tout en mon avis, on aura moins de phases de redressement judiciaire. Par contre, on va avoir beaucoup plus de dossiers en conciliation. Oui, Nicolas, si tu me permets juste un flash régional, puisque tu citais les chiffres sur Marseille. En gros, et désolé pour ceux qui l'entendent, je le dis assez régulièrement, mais je trouve que c'est un bon thermomètre. Dans notre région, tout secteur et tout type d'entreprise confondu, avant crise, un peu plus de 5000 défaillances. 5100 défaillances, c'était le cas en 2018, en 2019. On est descendu avec tout ce que vous connaissez, le quoi qu'il en coûte, etc., à un point bas, il y a environ un peu plus de 18 mois, à 3000. Aujourd'hui, on est remonté à 4400, pas tout à fait, 4350 défaillances, et on prend 100 défaillances de plus chaque fois sur une année glissante par mois. Donc effectivement, les 5000, si on fait l'équation que tu viens de proposer, à la rentrée prochaine, on aura atteint à nouveau le cycle des 5000. Les patrons qui baissent les bras, Nicolas? Alors, les patrons qui baissent les bras, il y en a, effectivement, et ça se ressent sur le dépôt d'un dossier de cessation de paiement et dire j'arrête. Alors,
Au final, c'est peut-être mieux parce que ça peut éviter aussi des drames familiaux, parce qu'il y en a, hein, ça existe. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai rencontré le président de la Fédération des podologues. Il me disait que depuis le début de l'année, il avait déjà 2 suicides. Voilà. Bon. Un podologue, c'est un professionnel libéral. Et ben, ils n'y arrivent plus, ils ne sont pas accompagnés. Et donc, bon. Donc, il faut faire attention à ça quand même. Hein. C'est pas, ça existe. Voilà. Hein. C'est pas que dans les films. Donc, des patrons qui baissent les bras, ben, il y en a. Il y en a de moins en moins parce qu'ils sont accompagnés. Ce qu'on disait tout à l'heure, on constate une baisse des niveaux de trésorerie dans les entreprises. On constate aussi un allongement des délais de paiement. Alors, on parlait des taux d'intérêt avec le taux d'usure pour l'investissement, etc. Je crois qu'en France, de manière très, très globale et très, très générale, il y a quelque chose qu'on oublie aussi, c'est le financement de créances. C'est pas un gros mot de parler d'affacturage. L'affacturage, ça coûte pas cher. Les Américains, ils en font depuis 50 ans et j'ai pas l'impression qu'ils se portent mal. Enfin, en tout cas, les entreprises américaines, j'ai pas l'impression qu'elles se portent mal. Et donc, on a fait un gros travail depuis 3 ans sur la conciliation auprès du tribunal de commerce, etc. Donc, je pense qu'on va maintenant aussi faire un gros travail au niveau du pilotage d'entreprise et justement du financement de créances, puisque quand on est dans le bâtiment, on en parlait tout à l'heure, hein, quand on est en sous-traitance et qu'on est payé à 60 jours, quand on est sous-traitant, c'est là où, à un moment, là, ça peut se casser. Et quand j'ai mis ma facture et que je perds que 3% de mon chiffre d'affaires parce que j'ai cédé ma créance, mais que j'ai ma trésor tout de suite, que je peux payer les fournisseurs, que je peux payer mon PGE, que j'ai contracté, que je peux payer le crédit bail de mes machines, ma continuité d'exploitation, là, par contre, elle est toujours, et ça évite beaucoup de choses. Une dernière question, Nicolas, avant qu'on passe la parole à la salle. Tout à l'heure, Jean-Christophe le disait, il a raison, l'importance dans cette année début 2023 de, je ne vais pas dire d'aller voir son banquier, parce qu'on est en contact tous les jours avec son banquier, mais peut-être d'intensifier la relation avec un message qui doit être un message qu'on porte peut-être au-delà du simple trimestre et qu'on essaye de projeter sur 2023. Les 1 ou 2 conseils que tu donnes aux patrons que tu accompagnes tous les jours, Nicolas? Alors, moi, je mets toujours l'accent sur la relation banque, expert comptable, client. Voilà, puisque le banquier a certaines données, il a des flux de trésorerie, etc. Donc, c'est déjà un bon indicateur. L'expert comptable, il en a d'autres, et c'est vrai que et l'entrepreneur en a d'autres aussi. Et en fait, quand on synthétise en fait ces 3 données, on arrive souvent en fait à se projeter, à discuter un peu d'avenir et voir justement qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter, pour faire un levier opérationnel ou tout plein de choses. Merci beaucoup. Jean-Christophe, on arrive au terme de notre présentation, mais maintenant c'est l'occasion de donner la parole à la salle. Si vous avez des questions, des remarques, c'est le moment, levez la main. Je crois qu'on a réussi quelque chose, Jean-Christophe, j'ose le dire. C'est-à-dire qu'il fallait faire cet exercice de dire 2022-2023, et en même temps, ne soyons pas ces bisounours, allons chercher les 3 thermomètres qu'on a invités ce matin, et encore un grand merci à vous, messieurs, de telle façon à avoir aussi des thermomètres que l'on voit peut-être moins, mais qu'il est important d'écouter. On vous écoute. Bonjour, Alexandre Bouillet pour la Marseillaise. Vous avez parlé des problématiques qui s'enchaînent, des problématiques qui s'amoncellent, on va dire, et qui mettent les entreprises en difficulté. Alors, je voulais vous poser une question simple. Qu'est-ce que vous pensez de la réforme des retraites? Qu'est-ce que vous pensez du timing de cette réforme, notamment? Et comment vous voyez arriver, en tant que représentant des entreprises, la mobilisation du 7 mars? Qui c'est qui ose? Moi, j'ose une réponse, mais attention, je vais la faire la plus objective possible parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique, mais je vais le dire. Je pense que la réforme des retraites, en réalité, le vrai sujet qui est autour des retraites, on ne le dit pas assez. Et pour moi, le seul sujet qui est autour de cette réforme des retraites, c'est comment on fait pour qu'on ait plus de population active. C'est-à-dire, je vais préciser mon propos. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on travaille plus. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je dis qu'il faut qu'on travaille plus aux 2 extrémités de nos générations, c'est-à-dire les plus jeunes et les plus seniors. Et je pense, mais après je vous laisse m'aider, les amis, je pense que l'enjeu de cette réforme des retraites, il n'est pas assez posé sur la table. Parce que pour moi,
L'enjeu de cette réforme des retraites, c'est comment est-ce qu'on augmente notre taux d'activité en France. Donc finalement, comment les jeunes arrivent plus rapidement et plus opérationnels sur le marché du travail, c'est un enjeu de formation. Et comment est-ce qu'on fait dans nos boutiques, et tu prenais l'exemple du BTP, Philippe, comment est-ce qu'on fait pour nos boutiques, pour les seniors? Alors, on est devenus un peu des seniors, hein, les gars. Peut-être pas toi, Nicolas. Mais comment est-ce qu'on fait? Parce que les seniors ont énormément de compétences et peut-être qu'effectivement, il y a eu un temps pendant lequel on ne regardait pas et on n'utilisait pas suffisamment cette compétence. Donc, je vous fais ma réponse, c'est-à-dire que pour moi, la réforme des retraites, elle est majeure, sauf que ce qui est dommage, c'est que le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on met les deux extrémités de nos générations davantage en activité, parce qu'on parle d'investissement, je parle notamment du BTP, Serge parle de ses enjeux de rentabilité dans sa boutique, il faut qu'on ait davantage de gens qui travaillent. Ça ne veut pas dire travailler plus. Le micro ne marche pas, merci. Moi, je rajouterais que cette réforme, il faut une réforme des retraites. Ça, on ne peut pas l'éviter. Moi, quand j'ai commencé de travailler, je me disais qu'il fallait que je travaille jusqu'à 68 ans. Ça ne sera peut-être pas vraiment le cas, mais globalement, c'était déjà une projection qu'on voyait quand on regardait comment évoluer notre société. Donc oui, il faut une évolution au niveau des retraites. Par contre, ce que je trouve très dangereux, c'est une évolution, une transformation ne peut se faire que si les gens sont en capacité à l'entendre. Et actuellement, quand on voit ce qui se passe dans notre pays, je trouve que ce n'est pas très bon signe d'avoir l'opposition qu'il peut y avoir à une réforme des retraites. C'est que le terrain n'a pas été forcément suffisamment préparé. Les gens suffisamment, on va dire, eu d'explications et comprendre les choses, pourquoi il faut cette réforme. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup et je pense que c'est dangereux. Est-ce qu'il y a une autre... Pardon. Oui, pour compléter le propos de Philippe, réforme des retraites, oui, probablement nécessaire, ou certainement nécessaire. Mais notre préoccupation majeure aujourd'hui, elle n'est pas là. Clairement, elle n'est pas là. On a des chantiers prioritaires. Il faut, par exemple, qu'on réussisse le virage numérique pour construire l'industrie du futur. Il faut qu'on réussisse le virage écologique quand on parle d'impact environnemental, de décarbonisation, etc. Il faut qu'on réussisse ce virage-là. Il faut, pour faire tout ça, il faut de la rentabilité. Il faut aussi augmenter l'attractivité de notre métier, parce que tout le monde n'a pas envie de travailler dans notre métier. C'est un travail de longue haleine. Nos chantiers prioritaires, ils sont de cette nature-là. Et pour ce faire, il y a une condition sine qua non. Il faut de la rentabilité, il faut de la marge. Voilà, nos préoccupations immédiates, elles sont là. Alors le problème de la retraite, c'est un vrai problème, mais il est en toile de fond par rapport à ce que nous devons gérer immédiatement aujourd'hui. Alors, la réforme des retraites. Je crois qu'il y a surtout aussi un problème sous-jacent à la réforme des retraites, c'est le marché du travail. Parce qu'aujourd'hui, on parle de réforme des retraites parce qu'il faut financer le coût des retraites. Alors, on nous propose d'augmenter la durée de cotisation justement pour pouvoir financer. Aujourd'hui, moi, je ne connais pas un seul secteur qui est en crise pour recruter. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur le marché du travail pour que justement, on soit encore plus nombreux à travailler, plus nombreux à produire, plus nombreux pour maintenir notre rentabilité dans les entreprises et, de cause à effet, c'est les vases communicants, plus nombreux à cotiser au régime de retraite universel que nous avons et donc de ce fait de le maintenir et le financer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui. Tu donnes le micro, Valérie. Jean-Claude, on t'écoute. Bonjour. Pour revenir sur la difficulté à faire travailler les seniors, globalement, je crois que c'est 70% des plus de 55 ans qui bossent et 30% des plus de 60 ans. Donc, Maurice, tu disais, il faut faire travailler les extrémités. Comment faire, sachant que on est quand même tous les décideurs, c'est nous qui recrutons, et que systématiquement, on veut recruter des quadras
comment faire pour transformer l'essai et accepter de faire bosser les plus de 55 ans? J'ai pas peur de la réponse, Jean-Claude. Je pense qu'il y a un changement de culture chez nous aussi. Il y a un changement de culture chez nous aussi, c'est vrai. On a peut-être, dans un certain temps, été trop rapide. Et aujourd'hui, moi je le vois dans mon métier, hein, il y a malgré tout des métiers qui vont très très bien à cette partie-là de la population que je vais qualifier de plus de seniors. Je fais très attention à comment je le dis parce que j'y suis. On a de plus en plus sur le marché du travail des seniors. Tu parlais des enjeux, notamment de digitaliser, de ces enjeux de ça. Il y a des seniors qui savent faire ça. Ce que je veux te dire, c'est que je pense qu'on a une partie du job à faire. C'est indiscutable. On a une partie du job à faire. Et si on ne le fait pas, je vais le dire comme je le pense, cet enjeu, comme monsieur pose la question de la réforme des retraites, qui pour moi est un enjeu de comment on met plus de monde en activité, pas travailler plus, mais plus de monde en activité, pour justement aller financer tous ceux dont on a besoin, ça ne passe pas forcément par la population active qui aujourd'hui bosse, hein, je vais le dire simplement, mais ça passe effectivement par ces deux extrémités. Et une partie de la réponse est chez nous, Jean-Claude, chez nous. J'ajoute juste un mot pour la Banque de France, qui est de dire qu'il n'y a pas de réforme plus urgente que celle de la compétence et de la formation professionnelle. Vous entendez souvent notre gouverneur le dire, et ça fait, je crois, la quadrature de ce qui a été dit jusqu'ici sur la question. D'autres questions, d'autres remarques? Oui. Attends, je vais pousser les micros. Bonjour, Corinne Agopian de l'OPCO-EP. Donc, nous, on est un des financeurs de la formation professionnelle et de l'artisanat. Par rapport à toutes les enquêtes que vous faites auprès des entreprises et par rapport aux difficultés de recrutement, c'est quoi? Parce que nous, on en a besoin. Est-ce que c'est dû au manque de formation? Est-ce que c'est parce que les personnes demandent des salaires trop élevés? Est-ce que parce qu'il n'y a pas les formations présentes sur le territoire? Ou, par exemple, on a vu dans le cadre de l'hôtellerie-restauration, les conditions de travail ne correspondent plus aux attentes des personnes. C'est quoi la majorité? Et qu'est-ce que c'est qu'expriment les chefs d'entreprise? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et qu'est-ce qu'on peut leur proposer? C'est Cash qui répond. Nico, vas-y. Je peux ou pas? Bah oui. Je peux. Ouais. Alors, moi, je vais parler pour ma corporation, hein, parce que je ne vais pas parler pour les autres. Qu'est-ce qu'on attend? Nous, notre cursus de formation, il est plutôt technique, c'est vrai, il est plutôt bien fait. Ce qu'on voit se dessiner aujourd'hui, c'est des jeunes qui arrivent, qui sont en apprentissage et qui demandent plus que ce que le barème de l'apprentissage fourni par l'État. Donc il y a une espèce d'enchère et de surenchère parce qu'on est en pénurie de personnes qui veulent travailler dans nos secteurs. Et ça, après, il y a autre chose, mais c'est beaucoup plus général. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est du savoir-être de la part des salariés. Voilà. Il manque quelque chose, je crois qu'il y a un trou dans la raquette. Et donc, permettez-moi l'expression, mais on en est à un stade où aujourd'hui, les patrons et les entreprises sont considérés comme un paquet de Kleenex par les salariés. On vient, on se sert et puis on s'en va. Voilà. Donc il y a 2-3 petites choses à faire. Tu veux réagir, Philippe? Ouais, c'est un environnement dans lequel on est très actif dans le BTP. Cela fait des décennies que l'on a créé des centres de formation avec des apprentis pour alimenter justement nos métiers parce que c'est compliqué d'arriver, de faire plombier, de faire électricien, de faire maçon. Et donc on les forme. Mais ça ne suffit pas. Et j'ai été président également de 2 structures qui s'appelaient BTP Emploi et une structure d'intérim dans le BTP également. On fait de la réinsertion et on est capable actuellement, par des environnements GEC plus BTP intérim, de ramener pratiquement 400 jeunes, ou beaucoup moins jeunes d'ailleurs, personnes, on va dire, dans l'activité sur notre département. Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup.
Et puis, vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis un slide qui s'appelait BTP, Village BTP. C'est une structure qui est unique en France, qu'on a mis en place dans Euroméditerranée, avec le patron d'Euroméditerranée. On a ouvert cette structure il y a 2 mois. On a déjà plus de 600 personnes qui sont venues pour essayer de retrouver une activité dans nos métiers. C'est que nos métiers, effectivement. Mais en se mettant en proximité, en allant chercher les gens par des sites qui sont visibles, on arrive à ramener du monde dans l'emploi. Et puis, je suis d'accord avec ce que tu dis, tout ce qui est alternance, tout ce qui est formation de ce type-là, c'est une vraie richesse. On l'a à tous les niveaux. On est capable de faire effectivement des ouvriers en alternance, mais on est aussi capable de faire des ingénieurs en alternance. Et c'est un virage qui a été pris dans notre pays depuis maintenant, on va dire pratiquement 10 ans, je pense, qui est d'une richesse phénoménale. Et c'est aussi ce qui nous a permis de ramener pas mal d'ingénieurs, des populations dont je parlais tout à l'heure, qui sont venus en alternance, qui se sont dit c'est vraiment bien comme environnement. Parce qu'il faut aussi goûter à ça. Je dirais, tant qu'on n'a pas essayé quelque chose, on s'en fait une idée, on n'est pas forcément à la page de ce qui se passe. Donc oui, c'est très compliqué, et des structures comme la vôtre qui sont capables de nous aider à former les gens, il faut le faire. Et tu parlais des seniors tout à l'heure. Les seniors sont un peu des seniors dans les entreprises, dans certaines. Malheureusement, ils sont mal utilisés parce qu'il faut justement qu'on soit capable de prendre le temps, d'être dévoué à donner notre connaissance et ce qu'on a su faire. Moi, j'ai un peu plus de 60 ans. Et j'avais 2 directeurs de structure et mon but, c'était de les accompagner. Parce que faire grandir quelqu'un pour prendre un poste à responsabilité relativement importante dans une entreprise, c'est pas forcément naturel. Il y a plein de craintes, il y a plein d'inquiétudes. Et tout à l'heure, il y en a qui parlaient des quadras. Les quadras, ils ont parfois un certain confort dans les fonctions qu'on leur donne. Pour les amener à prendre, on va dire, un poste de patron quelque part, dans un groupe ou dans une structure un peu plus grosse, ou même dans une entreprise qui n'est pas forcément grande, mais qu'il faut reprendre, il faut les accompagner pour leur montrer que de toute façon, celui ou celle qui est à la tête, c'est une femme ou c'est un homme. Et il a les mêmes problèmes que tout le monde, mais il faut apprendre à les gérer, c'est tout. Philippe, merci. On va prendre la dernière question parce qu'après, on a un problème. Tu voulais réagir, Serge aussi? Ah, vas-y. Oui, très, très rapidement, madame. Votre question, elle est large, donc il n'y a pas de réponse unique à votre question. Je veux simplement dire que, au niveau de notre branche, on regarde ce qu'on peut faire, nous, très concrètement. Et le premier point sur lequel on doit travailler, c'est l'attractivité de nos métiers. Il faut donner envie aux jeunes de venir travailler chez nous. Il faut les faire rêver. Alors, ils ont envie d'aller travailler dans les high-tech, ils ont envie d'aller travailler dans l'aéronautique, aller travailler dans l'industrie agroalimentaire, c'est moins... Voilà, vous avez compris. Donc, c'est le premier point sur lesquels on doit travailler. Ça, c'est une mesure globale et on s'est attaché déjà à ces tâches-là. Deuxième point, ça, c'est la mesure globale. Et puis, il y a les mesures individuelles. Dirigeant d'entreprise qui prend l'initiative. Alors, je vais par exemple vous citer une entreprise qui s'appelle Local en Bocal, petite entreprise créée il y a 4-5 ans, qui emploie aujourd'hui 19 personnes. Local en Bocal est une entreprise qui évite le gaspillage de 700 tonnes par an d'aliments qui sont considérés comme pas beaux. Ils sont bons, mais ils ne sont pas beaux, donc on ne les met pas dans les circuits de distribution. Local en Bocal va récupérer auprès des 50 agriculteurs qui sont autour ces produits-là, qui ne sont pas beaux, mais qui sont excellents, et va les mettre en conserve, etc. Et pour faire le lien avec ce que vous dites, le problème de l'emploi, sur les 19 personnes, il y a 4 qui sont en réinsertion, qui avaient des difficultés autrement à trouver du boulot. Voilà, donc mesure générale et mesure individuelle. Vas-y, une dernière question, et après on arrive au bout de notre petite séquence. Oui, Laurent Roux, bonjour. Je préside une société dans le domaine de la microélectronique. J'avais une question sur quelle est
les hypothèses sous-jacentes que vous avez sur vos prévisions, notamment les prévisions d'inflation, la guerre en Ukraine par exemple, et puis peut-être plus important au niveau avec un impact qui va être très très fort probablement, c'est quelle est l'attitude de l'Europe et notamment de la France vis-à-vis de la Chine, et réciproquement, à quoi on s'attend. Est-ce que l'Europe va rentrer dans une guerre commerciale avec la Chine comme les États-Unis souhaiteraient qu'elle le fasse ou non, et qui sont des hypothèses qui peuvent multiplier par deux les chiffres ou diviser par deux les chiffres que vous avez donnés. Tu sais répondre, Jean-Christophe? On en aurait pour une demi-heure supplémentaire, donc on va être très, très court. Les hypothèses qui sont sous-jacentes, on pourra vous adresser des liens parce que, enfin, elles sont assez intéressantes dans le sens où on prend des bases sur ce que l'on attend des cours des matières premières, ce qu'on attend des cours de l'énergie, de l'évolution du commerce international, de l'évolution du surstock, moins de stockage, de nos prévisions en matière de consommation des ménages et d'investissement. Donc, grosso modo, la quadrature du cercle de ce côté-là. On est plutôt dans ce cadre-là sur les bases d'une intensification de la concurrence que le contraire. Hein, lorsque vous lisez, enfin, pas le développer là, mais ce qui sous-tend nos hypothèses, premièrement. Et puis, deuxièmement, sur l'aspect durable, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de prix à la production durablement plus cher pour toutes les raisons qu'on a évoquées, à la fois les intrants et les salaires. Grosso modo, à la fois en 2022, maintenant c'est presque du passé, mais en 2023, le salaire, le coût moyen unitaire salarial a augmenté de 6% en 2022 et notre estimation, c'est que ça va réaugmenter de 6% en 2023. C'est un exemple des hypothèses sous-jacentes. Merci beaucoup. Écoutez, d'abord, je pense qu'on peut nous remercier tous nos témoins et encore un grand merci. Mais merci à vous pour votre présence nombreuse. Si je ne me trompe pas, il y a un petit cocktail à côté, c'est ça? Voilà. Il est pour vous un grand merci. On reste bien évidemment à votre disposition. Merci, messieurs, et à très vite.